Aujourd'hui, à Go Pirate, dans le cadre de notre mois sur les méthodologies, on reçoit Pierre Leblanc de Kanban Québec, un coach lean et agile qui vient nous parler de Kanban. On va regarder Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui trouvent que les outils importent peu, c'est ce qu'on fait avec qui compte. On a parlé d'agile, on a parlé de décentralisation, et tout ça serait pas complet sans parler de Kanban. Et en plus, aujourd'hui, on reçoit un expert. Salut Pierre, comment ça va? Bonjour messieurs, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir à votre émission. C'est toujours un plaisir, hein? Pour ceux qui ne savent pas, Pierre non seulement a un costume, mais c'est parce qu'il est déjà venu, parce que Maurice a pris des vacances, hein? C'est-à-dire il a eu une pneumonie. Et, et Pierre était venu m'encourager à ne pas me sentir trop seul dans notre épisode, dans 2 épisodes en fait. Fait que je suis très content de te voir parmi nous encore, Pierre. Ben, ça me fait vraiment plaisir d'être là, puis d'avoir vous deux en même temps. Ouais. Les deux dernières fois, c'était juste toi, Olivier, mais pas que je t'aime pas, mais je suis très heureux de voir Maurice aussi. C'est jamais pareil sans Maurice. Maurice, c'est super important. Je suis d'accord avec vous autres. Je suis 100% team Maurice. On te l'a déjà demandé dans d'autres épisodes, mais parce que ça donne qu'on a du nouveau monde qui commence à nous écouter. Pierre, parle-nous donc un petit peu de toi. Qui est-ce que tu es? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es devenu un coach Kanban plutôt que autre chose? Oui, ben, écoutez, moi, j'ai commencé dans les TI, ça fait un certain temps, fin des années 90. J'ai étudié là-dedans. Je suis devenu programmeur, développeur, surtout dans le web. Donc, je développais des sites de commerce électronique et tout ça. Éventuellement, je me suis retrouvé dans une organisation qui a décidé d'adopter le Scrum. Et ça a été mes premières expériences avec l'agilité, l'équipe auto-organisée, les rétrospectives, ça. Donc, j'ai été membre d'équipe pendant un peu plus de 3 ans. Puis c'est à ce moment-là, j'ai réalisé que dans mon ancien emploi, mon premier emploi, mon patron utilisait déjà des techniques agiles, mais c'est juste que je le savais pas. Ça s'appelait, ce qu'il faisait, je l'avais entendu parler de ça, il appelait ça du extreme programming, puis j'avais pas fait le lien vraiment, jusqu'à ce que je commence à étudier le Scrum. En 2011, je suis devenu Scrum Master dans une autre organisation, équipe distribuée, c'était un peu boiteux, mais ça fonctionnait, mais pas aussi bien que quand j'étais membre d'une équipe, là où on était tous colocalisés, puis ça marchait beaucoup mieux. Et quand j'ai quitté cet emploi-là, j'ai décidé de me réinventer, de quitter le monde du développement, puis de devenir coach agile. Et à cette époque-là, j'ai toujours eu une tendance à être entrepreneur. En fait, j'ai sauté ça dans mon parcours, là, mais j'ai déjà été entrepreneur dans les années 2003 à 2007, là, avant d'être membre d'équipe Scrum. Et là, j'ai décidé de me relancer là-dedans, mais je connaissais pas à ce moment-là beaucoup le marché de l'agilité. Donc, j'ai joint une organisation qui avait des coachs agiles. Puis, C'est là qu'on s'est connus? C'est là qu'on s'est connus. Je suis devenu coach agile en 2015. Et à travers mes collègues, à travers des conversations avec d'autres coachs, c'est là que j'ai découvert le Kanban. Et je suis allé me faire former. J'ai tellement apprécié mon apprentissage du Kanban. J'ai commencé à lire sur le Lean, tout ça. Ça a approfondi mes connaissances sur l'agilité en général. Et en 2017, je suis devenu formateur accrédité de la Kanban University. Et donc aujourd'hui, je donne de la formation certifiante Kanban à travers ma boîte Kanban Québec que j'ai fondée avec mon associé en mars 2020, juste avant la pandémie. Juste avant, en même temps que Juste Go Pirate. avant. Oui. Ouais, juste avant le lockdown. Mais donc, ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, on est maintenant 7 employés depuis la semaine dernière. Donc, plusieurs coachs. On offre des services de coaching agile et Kanban. C'est sûr qu'on a une préférence pour le Kanban, mais enfin, on est versatile dans les deux. Je pense que c'est important comme coach d'avoir plusieurs outils dans sa boîte à outils. Et au-delà du coaching, on offre la formation, là. C'est moi qui est le formateur principal. Et donc, j'ai 5 formations différentes qui sont certifiantes de la Kanban University. Donc, depuis 2020, Kanban Québec, mais avant ça,
à travers mes expériences, mes premières expériences de coach en entreprise, c'est là que j'ai connu Maurice dans quand il raconte son histoire qui était assis à la cafétéria toute la journée, ben j'étais pas loin. J'étais aussi dans les parages. Et j'ai beaucoup appris de toi, Maurice, et par la suite de Olivier, mais vous êtes une très grande source d'inspiration pour moi et c'est pour ça que je vous suis depuis le début. Puis même avant Go Pirate. Ben oui, puis tu es un de nos administrateurs en plus. Oui, Donc, on a un CA, hein, on est un OBNL. ben oui. On est obligé d'avoir un CA. Exactement. Et puis pour ceux qui ont lu mes vieux articles, là, quand je parle de l'article sur le Pickle Consultant, là, le discours qui nous a été fait, c'était fait par Stéphane Surdec. Puis en fait, il est en train de parler avec Pierre quand il l'a fait. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Ouais. Donc, je suis un peu un membre de l'équipage, mais qui travaille dans la cale du bateau. Ça, c'est à cause que tu n'as pas une barbe assez glorieuse comme la nôtre. Ouais, écoute, ben, on Ça va verra ça à ton évaluation annuelle. Bon, assez ri de toi. On va aller faire une petite pub. Puis, comme vous le savez, Go Pirate survit encore une fois en bonne partie grâce à nos patrons qui forment la communauté, qui nous soutiennent. Attends. On a des boss? Genre? Des patrons. Ah, comme dans Patreon. Oui. Oh! Mais non, mais on a des boss pareils parce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent qu'on Ils fasse. nous disent qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et c'est un des gros avantages de devenir un membre Patreon de Go Pirate. Vous avez accès à notre plateforme sur Discord, donc vous pouvez avoir accès direct à nous autres en tout temps. Et quand on dit en tout temps, Olivier était parti sur une petite fin de semaine en amoureux en fin de semaine, puis il a quand même répondu sur Discord à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose. Ouais. On a une belle communauté qui est de plus en plus vivante maintenant. Et il y a pas mal d'experts, gens comme Pierre, Oui. sur Discord. On a des gens en informatique, des gens à toutes sortes de domaines qui s'entraident. Ça, je trouve ça génial. Mhm. C'est très vivant depuis un temps. Hein, depuis, on est à la rentrée. Ça goal, je trouve, sur notre Discord. On s'ennuie jamais. Ouais. Ça vous intéresse de jeter un coup d'œil? C'est patreon.com/Go Pirate Canada. Vous allez voir, il y a plusieurs niveaux d'abonnement. Pas obligé de regarder toujours les plus gros, mais si vous voulez avoir des services additionnels comme du coaching, des choses comme ça vaut la peine de regarder. Yes. OK, Pierre. Là, il y a du monde qui nous écoute, qui n'ont pas la moindre idée c'est quoi Kanban. Puis en fait, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas. Fait que, vas-y. Explique-nous qu'est-ce que c'est, parce qu'on regarde ça, on enregistre ça, il est rendu 7h30 le soir, là, ça ne nous tente plus de travailler, fait qu'on va te faire travailler. Fait qu'explique-nous c'est quoi Kanban. Avec plaisir. Écoutez, d'abord et avant tout, Kanban, c'est un mot japonais. Donc, c'est un mot évident qui a été emprunté pour désigner cette méthode de gestion du travail. À l'origine, le mot Kanban désigne une espèce d'enseigne de magasin. J'ai un livre ici que j'ai trouvé récemment qui parle de l'art japonais de la création d'un Kanban, mais le vrai Kanban. Mm-hmm. En fait, ce sont des enseignes, si vous voulez, des enseignes de magasins. Donc, très, très colorées. Et c'était fait maison, c'était fait à la main. Donc, ça date déjà de quelques centaines d'années. C'est un art qui est en train de se perdre actuellement au Japon. Mais on pourrait qualifier n'importe quelle enseigne de magasin. Quand vous vous promenez puis vous voyez McDonald's, ben, c'est un Kanban en réalité. C'est un signal visuel qui démontre aux gens qui se promènent, ben, voici tel ou tel magasin ou boutique qui est à portée de vous. Et généralement, dans les Kanban japonais, l'enseigne va pas nécessairement être un écriteau, ça va pas nécessairement être écrit, mais ça va être un dessin, ça va être l'image de qu'est-ce qu'on vend. Par exemple, si on vend des sandales, mais ça va être probablement une sculpture de sandales qui va être le Kanban. Maintenant, ce mot Kanban a été utilisé dans un contexte manufacturier chez Toyota au Japon pour faire ce qu'on appelle les systèmes Kanban à flux tiré. Donc, l'idée, c'est de créer une structure autour de la chaîne de montage pour s'organiser qu'il ne manque jamais d'inventaire proche des stations de travail, pour s'assurer qu'on n'est pas obligé d'arrêter la chaîne de montage à tout bout de champ parce que Monsieur Yakimoto, il manque de boulon numéro 36.
on arrête la chaîne de montage, on va chercher des boulons, puis on continue. Donc, l'idée, c'est d'éviter ça. Donc, Toyota ont inventé ce système Kanban à flux tiré pour réapprovisionner en inventaire juste à temps la chaîne d'approvisionnement pour éviter ça. Il y a probablement des gens, peut-être qui ont travaillé au gouvernement, qui ont entendu parler l'approche ou la méthode Toyota. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Exactement. Donc, l'approche Toyota, en fait, ce que eux, Toyota, appellent le Toyota Production System, on pourrait le traduire par l'approche Toyota ou l'approche de production ou le système de production Toyota. En Occident, ça a été documenté sous le nom Lean. Lean, qui est littéralement, qui veut dire mince, ou le contraire d'être gras. Donc, on veut couper dans le gras. On veut couper dans le superflu. Et donc, Lean ou Toyota Production System, une des choses super importantes, c'est éliminer le gaspillage. C'est bon pour l'environnement. OK. Est-ce qu'il y a des principes de base, comme on sait avec Agile, ils ont quelques principes de base qui guident toute la philosophie. Est-ce qu'il y a ça aussi dans Lean ou dans Kanban? Ben, nécessairement, il y a des principes, il y a des choses qui sont un peu, je dirais, de base. Je vais pas m'aventurer trop dans le Lean parce que le Lean, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus axé sur le manufacturier, mais une chose super importante en Lean, c'est éliminer le gaspillage et il y a plusieurs formes de gaspillage. Donc, éliminer le gaspillage, c'est très, très, très important. La méthode Kanban, ce que moi j'enseigne, qui a été développée par un certain David Anderson début des années 2000, c'est inspiré de Lean, c'est inspiré du principe du flux tiré. Donc, peut-être que la méthode, le meilleur nom aurait pu être la méthode à flux tiré pour le travail des connaissances. Parce que faut faire une distinction entre le Lean utilisé dans le domaine manufacturier et le Lean ou la méthode Kanban utilisée dans ce qu'on appelle le travail des connaissances. Parce que nous, qu'on soit en IT, l'informatique, développement logiciel, marketing, ressources humaines, opérations TI ou autres, on n'est pas en train de fabriquer des produits et des objets. On est en train d'utiliser nos cerveaux pour résoudre des situations. Donc, je vais vous parler des principes de la méthode Kanban en tant que telle qui sont quand même distincts des principes Lean, on va dire. Ça marche. Donc, il y a 6 principes dans la méthode Kanban. Il y a 3 principes de gestion de changement. Donc, quand on parle d'une transformation organisationnelle, d'un virage agile, nécessairement, ça prend une certaine gestion de changement. Et nos 3 principes sont les suivants. Le premier, c'est commencer là où vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le but, c'est pas de tout réinventer le processus ou les processus en arrivant. Le but, c'est de faire évoluer ce qui existe. Parce que les gens qui sont là, ils sont déjà en train de travailler, ils sont déjà en train de résoudre des situations. Donc, on veut les aider, mais on part du principe que ce qu'ils font a une certaine valeur. On veut pas tout scraper et recommencer. Le deuxième point, c'est aller chercher l'accord de tous, de faire cette amélioration de façon collaborative à travers un changement évolutif. Donc, on veut aller chercher l'accord de tout le monde. Si tu peux pas l'imposer, ça sert à quoi, ça, aux décideurs? Mais en fait, un changement imposé a moins de chances de réussir que si on va chercher les gens sur le terrain. Et ça nous vient d'un principe Lean super important. C'est, en fait, les gens les plus proches du problème sont probablement les mieux placés pour le résoudre. Des genres de choses qu'on répète assez souvent. Hein? Ah ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas répété, celle-là. Ouais, je suis content que tu en reparles. Donc, comment ça se reflète dans la méthode Kanban? C'est, allons chercher l'accord de tout le monde parce que les gens qui sont là, c'est eux qui ont les solutions. C'est eux qui sont capables de savoir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner. C'est pas le 4e directeur en haut qui peut le décider pour eux, même si dans beaucoup d'organisations, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, il est payé plus cher. Tu as raison. Oui, mais il n'est pas proche du problème. Exact. C'est vrai.
Et le troisième point en gestion de changement, c'est encourager les actions de leadership à tous les niveaux. Parce que, ça, encore une fois, ça vient du principe ligne de les gens les plus proches du problème sont les mieux placés pour le résoudre. On veut encourager les gens à prendre des initiatives, à réfléchir, puis à trouver des solutions pour eux et pas attendre que quelqu'un d'autre plus haut, justement, vienne leur dire quoi faire. Agentivité, Maurice. Ben oui. Agentivité, Pierre. C'est magique. Mais c'est ça. C'est comme. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, étouffer l'innovation pour montrer l'étendue de leur pouvoir. Mhm. Mais c'est pas des gens qui veulent que la compagnie marche. J'aime ça. Puis, on part de loin avec ça. Hein. Mhm. On n'arrête pas de le dire, hein, Maurice et moi, on est formatés depuis la maternelle à obéir et à attendre des permissions. Mhm. Fait que des fois, ce principe de base-là ne doit pas être si facile à mettre en place parce que c'est pas apprendre, c'est déprogrammer. Oui. Exactement. Exactement. Puis en même temps, ben, tu sais, le leadership, c'est pas quelque chose on peut pas dire à quelqu'un, hey, deviens un leader. Tu sais, faut que les gens, ça vienne de eux. Puis Ouais. qu'ils prennent des initiatives, qu'ils essayent. Parfois, ils vont se planter. Mais si on est dans un environnement où il y a une certaine sécurité psychologique et que les gens ne se font pas rabrouer à chaque fois, ben, graduellement, les gens vont prendre plus d'initiatives. Mhm. C'est pour ça que dans beaucoup d'organisations, surtout les organisations hiérarchiques avec beaucoup de niveaux hiérarchiques, même un patron, généralement, il doit demander la permission à son patron. Il peut même pas décider pour son équipe. Quelle Et, sorte de patron que c'est ça? Oui. et c'est souvent, ça prend des approbations à plusieurs niveaux pour effectuer des changements. Ben ouais. Mais si nos patrons en haut ont confiance dans notre initiative d'évolution, de virage agile, ou appelons-le comme on veut, ben peut-être qu'on peut demander la permission de prendre des initiatives. Mais ça, t'en parles souvent, Maurice, là, le principe d'essayer quelque chose, de le faire, puis de démontrer que c'est quoi l'impact positif, c'est quoi Des petites expériences contrôlées. Exactement. Mm. Ben ça fait partie d'eux aussi. Mhm. Maintenant, ensuite, les trois principes de livraison de service. Maintenant, avant de parler des principes, qu'est-ce qu'un service? Parce que quand on fait un virage agile, souvent, on va parler de produit, un virage produit, souvent. Pourquoi? Ben, parce que dans des méthodes comme Scrum, on parle d'un product owner, d'un product backlog. Donc, il y a un produit. C'est une connotation, je suis en train de développer quelque chose de nouveau, un produit. Mhm. Mais ça, c'est juste une partie de l'organisation. Dans l'organisation est un écosystème de ces services interdépendants. On peut penser que, par exemple, ressources humaines, marketing, peut-être les opérations TI, ce ne sont pas des produits, ce sont des services qui vont aider les autres équipes ou les autres départements. Donc, un service, c'est quelqu'un a un besoin, il y a une série d'activités qui est effectuée, c'est ce qu'on appelle le travail. Puis une fois que le travail est terminé, on espère que le besoin est comblé et que le client est satisfait. Donc, les trois principes sont les suivants. Il faut comprendre et se focaliser sur les besoins des clients et leurs attentes. Donc, les clients, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à une livraison lundi matin, 8 heures. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est humainement possible? Et si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut commencer à gérer les attentes. Mhm. Point numéro 2, c'est gérer le travail, mais laisser les travailleurs s'auto-organiser autour du travail. Donc, le but, c'est pas de gérer les humains. Le but, c'est de gérer le travail. Mais les humains, ils sont là pour exécuter le travail, ils sont là pour le faire, mais ils sont là aussi pour réfléchir. Puis c'est ensemble qu'on va gérer le travail. Mais on va laisser les humains s'organiser. Et le point numéro 3, c'est qu'il faut revoir régulièrement notre écosystème, qui est cette organisation, ce qui est un réseau de services interconnectés. Donc, on va régulièrement le revisiter, voir est-ce que c'est toujours pertinent. On va voir les règles, ce qu'on appelle les politiques en place. On va revoir ces règles-là, on va les revisiter, on va en éliminer, on va peut-être en modifier, on va peut-être en rajouter. Mais tout ça dans le but d'améliorer les résultats. C'est un principe de base d'amélioration continue. C'est ça, exact. Le but, c'est d'améliorer les résultats. Donc, pour ça, ben, de temps en temps, quand c'est désuet, quand une règle est désuète, ben, on l'enlève. Et
Ça revient au principe d'élimination du gaspillage de ligne. Puis là, pour ceux qui nous écoutent depuis un certain temps, vous allez remarquer qu'il y a très peu de choses que Pierre vient de dire que vous n'avez pas déjà entendues à répétition. Il y a des raisons à ça. On a du sens. Ben, on a du sens, T'es en train mais de dire ça? Kanban a été quand même une influence importante sur notre pensée parce que les principes sont bons et sont clairement définis, sont facilement applicables parce qu'ils ont été réfléchis pour ça. Peux-tu me permettre une anecdote, les gars? Vas-y. Moi, à un moment donné, là, tu parlais d'auto-organisation. J'ai été dans une équipe où le team lead m'a dit de l'autre bout de la salle de meeting, haut et fort, l'auto-organisation, ça ne marche pas. Fait qu'à la place, ce qu'on va faire, là, on va s'asseoir ensemble, puis on va décider comment est-ce qu'on va travailler. Je fais, fine, parfait, pas de problème. je te laisse la balle. C'est exactement ça, l'auto-organisation. Mm-hmm. Et lui, il pensait que c'était tout le monde part de son bar, fait ce qu'il veut. Dès qu'on commence à parler d'avoir un peu d'autonomie et de liberté, c'est habituellement la position par défaut de ceux qui ne sont pas habitués à ça. Ça va être le chaos. Tout le monde va partir de son bar. Il n'y a plus de règles qui gèrent quoi que ce soit. Ouais. Les chats couchent avec les chiens. Eh oui. Mais non. Petite anecdote, j'ai trouvé ça très drôle. OK, on a vu les bases de Kanban, là, hein, Pierre? Ben, ça, c'est les principes, mais après, c'est sûr, il y a des pratiques aussi OK, qui viennent vas-y. avec ça. Je peux y aller rapidement. La première, c'est visualiser son travail. C'est super important. Et généralement, on va le faire avec des tableaux Kanban. Maintenant, les gens qui ont pas beaucoup d'expérience en Kanban, ils pensent que le Kanban, c'est juste ça, un tableau. Mm-hmm. C'est comme une version très, très simplifiée de Scrum. La réalité, c'est que c'est très, très complexe et on peut aller de façon très profonde avec la méthode. On peut bâtir un cadre de travail qui est beaucoup plus détaillé même qu'en Scrum. Oui, en Scrum, on a tendance à voir un tableau avec à faire, on est en train de le faire, puis c'est fini. Mais dans le fait, on est en train de le faire, il y a souvent plusieurs étapes là-dedans qu'on va avoir de définies en Kanban. Exactement. Puis je te dirais, la grande distinction entre un tableau Kanban et un tableau Scrum, c'est les limites de travail en cours, ce qu'on appelle dans le jargon les WIP limits. Ça, on les voit pas en Scrum, mais attention, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en Scrum. Uh-huh. En Scrum, ça existe, mais on appelle ça des points relatifs et la vélocité. Le fait qu'on a un sprint qui est verrouillé sur 2 semaines, on prend un certain nombre de points relatifs dans le sprint pour accoter notre vélocité, on va dire, qui est notre tendance de vélocité, ben, c'est une façon de limiter le travail en cours. Personnellement, je préfère le WIP de Kanban parce que ça nous évite d'avoir à tout évaluer tout croche. Parce que, comme on le sait, l'être humain est assez mauvais pour évaluer les choses. Puis de prédire l'avenir. Exact. Puis là, on est capable de voir comment notre travail va couler essentiellement. Puis on voit où sont les problèmes en regardant le tableau Kanban. On voit où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'on peut améliorer notre système. Donc, une préférence. Donc, la première pratique, c'était visualiser le travail. La deuxième, c'est limiter le travail en cours, justement. Donc, pourquoi on veut limiter le travail en cours? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les tableaux Kanban sans limite de travail en cours. C'est pas mauvais parce qu'on répond déjà à la première pratique qui est de visualiser. Mais la prochaine étape, c'est limiter le travail en cours pour créer un flux tiré. C'est ça la magie de la méthode Kanban, c'est créer un flux tiré. Parce que sans WIP limit, dans un tableau virtuel, là, c'est-à-dire on n'est pas sur une chaîne de montage, là, on n'a pas de l'inventaire, on n'a pas des objets qui prennent du volume physiquement dans notre espace de travail. On a des post-it sur un mur où on a des tickets ou des billets dans une application électronique. Ben, le problème avec ça, c'est qu'on pourrait en accumuler une infinité. Mm-hmm. Yeah. Puis Olivier a déjà vu ça, hein? Une équipe de 7-8 qui avait à peu près 80 tickets qui étaient en cours et rien à donne. Oui, c'est ça. Ouais. C'est dangereux. Si on ne gère pas le travail en soi, on se ramasse, ben, les gens veulent bien faire. Hein? Ah, je suis bloqué, je vais en ouvrir un autre. Ah, je suis bloqué, je vais en ouvrir un autre. Puis tout reste bloqué. Exact. Donc, le fait de limiter, d'avoir des limites par colonne dans notre tableau, ça provoque, en fait, ça crée un flux tiré parce qu'on est obligé de finir les choses avant de commencer autre chose. Yes. Puis comme je disais, ben, ça nous permet de voir où sont nos problèmes. Ouais. Si tout bloque toujours en même place, il y a quelque chose qui se passe là. On ne sait pas c'est quoi, mais on peut aller vérifier. C'est ça qui est intéressant.
Exact. La troisième pratique, c'est gérer le flux de travail. C'est à partir du moment où on a un tableau, on a des WIP limites, ben là, on peut commencer à prendre des décisions de priorisation, puis de qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué. Donc, ça fait partie de la gestion du flux de travail. Et l'idée, c'est de rendre ça fluide. Quand on parle de flux, ça fait référence à un liquide qui coule, par exemple, l'eau dans le lit d'une rivière, ben, ça prend une fluidité. S'il y a un embâcle, s'il y a un bloquant, ben, ça risque que on va déborder, on va être débordé de travail. C'est la beauté dans la langue française. Le mot déborder, c'est la même chose quand on parle de liquide qui sort d'un lit d'une rivière et le travail qui submerge nos travailleurs. Et des fois, ça arrive que c'est un castor qui fait volontairement des barrages pour te mettre des bâtons des roues. Donc, gérer le flux de travail, ça implique aussi qu'on a potentiellement des métriques. Donc, une des métriques super importantes, c'est combien de temps il s'est écoulé entre la prise en charge et la livraison. Parce qu'il y a toujours quelqu'un dans toutes les organisations, il y a quelqu'un qui va demander, mais quand est-ce que ça va être prêt? Et dans une méthode plus conventionnelle, on fait des estimations. En Scrum, on fait des estimations. En Kanban, on remplace les estimations par des statistiques, des probabilités, en fait, ce qu'on appelle des métriques. On va créer une métrique de ce qu'on appelle le lead time dans le jargon en anglais. On pourrait traduire ça par un temps de traitement, un délai de livraison, peu importe. Mais à partir de la prise en charge jusqu'à la livraison, combien de temps il s'est écoulé? Et ça, à force d'accumuler les métriques de toutes nos livraisons passées, bien, on peut devenir prévisible par rapport au futur. Donc, c'est une approche probabiliste et non pas une approche par estimation. C'est ça, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, l'idée, c'est pas un ticket, combien de temps il va prendre à faire. C'est le lot de tickets qu'on a à livrer, combien de temps ça va prendre à faire. Parce que c'est difficile de prévoir exactement le temps pour un, surtout que la taille peut varier d'un à l'autre, il peut se passer quelque chose. Le travail ne s'équivaut pas. Hein? Exact. Mais sur le lot, ces prédictions-là vont devenir surprenamment justes. Puis plus on en a de fait, plus ça devient juste. Exactement. Et il y a même des modèles mathématiques en arrière de ça. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Quand on commence à utiliser le Kanban, quand on commence à accumuler les métriques, c'est plus on a un échantillonnage élevé de livraison, ben plus ça va être facile de prévoir combien de temps ça va prendre pour... on peut le faire pour des tickets individuels, mais on peut le faire aussi pour un lot de tickets on peut appeler ça des user stories ou des demandes, peu importe. Ce que vous faites comme travail, ben, quand vous en avez, par exemple, 150 à livrer, combien de temps ça va prendre de livrer les 150? On regarde qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Peut-être qu'on a fait 1 millier de livraisons avant. Ben, on a une tendance, on a des statistiques. Et à partir de là, on peut sortir des probabilités. C'est plus difficile de tricher, ce temps-là. Ben, l'idée, c'est que ça nous permet de pouvoir travailler sans avoir à faire d'efforts pour ça. C'est-à-dire, on se concentre sur ce qui est important, puis faire le travail administratif, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas un gestionnaire en quelque part qui ne veut pas avoir des statistiques pour savoir quand est-ce que ça va être prêt. Ben, le système va être capable de nous le dire pour nous autres. C'est fort, puis c'est juste en plus. Fait qu'on évite tous ceux qui détestent qui travaillent en Scrum puis qui détestent les sessions pratiquement hebdomadaires pour estimer le temps que le travail va prendre à faire. Vous n'avez plus ça à faire. Ça se fait automatiquement. Travaillez à la vitesse que vous avez besoin d'avoir à travailler pour réussir, puis les statistiques vont s'accumuler à l'autre bout. C'est une science, en réalité. C'est une science de gestion. Et tous ceux qui ont fait des diplômes universitaires un bac en administration, ben, le bac, c'est quoi l'acronyme? C'est BSC. SC, c'est science. Donc, ça prend une science derrière votre gestion et non pas, le but, c'est pas d'improviser continuellement. Le Kanban, les métriques, la rigueur qu'on va y mettre, ça va nous permettre justement d'utiliser une approche plus scientifique à nos projections dans le futur, on va dire nos prédictions en termes de combien de temps ça va prendre. J'ai une question qui tue pour toi. Vas-y donc. Kanban, Scrum, Waterfall, lequel qui est le meilleur? Quand est-ce qu'il faut utiliser lequel? Ouais, je vais mettre mon argent là, sur le gagnant. Ouais. Ben, c'est une très bonne question et je pense, effectivement la question qui tue. Bon,
premièrement, l'approche de gestion de projet plus conventionnelle, dite waterfall, c'est une approche qui est linéaire. Ça veut dire qu'on doit faire les étapes dans un certain ordre et c'est facile d'être prévisible dans un monde simple avec cette approche-là, surtout quand on l'a fait 10 000 fois avant. Un bon exemple de ça, c'est la construction. Donc, fabriquer des maisons, fabriquer des bâtiments ou des structures telles des ponts, ben, c'est des technologies qui sont maîtrisées. Les matériaux vont pas changer pendant le projet. Les gens, ils font ça. En fait, il y a des hyper spécialisations dans ce domaine-là. Donc, la personne qui fait des boulons, elle fait juste ça dans sa vie. Donc, c'est beaucoup plus facile de prévoir combien de gens on va avoir besoin, pendant combien de temps, quel volume de matériel. Tout ça, c'est connu. On connaît pratiquement toutes les variables. La solidité du sol, on peut le calculer, la force des vents, la dureté des matériaux, tout ça, on peut le calculer d'avance. Donc, une gestion conventionnelle, c'est bon dans un monde simple. Donc, ça peut exister aussi en TI, dans un domaine où vous avez fait plusieurs fois ce genre d'événement ou de projet, on peut l'utiliser. Maintenant, quand est-ce qu'on va utiliser Scrum ou le Kanban? Deux approches agiles qui semblent en compétition. La réalité, peut-être un des secrets, c'est que Scrum, c'est une forme de Kanban. C'est une forme de Kanban d'équipe. Donc, dans un contexte où on a une équipe dédiée qui travaille sur un produit ou du moins un seul backlog et qu'ils ont le loisir de prendre 2 semaines avant de faire une livraison ou à la limite 1 semaine, c'est là que cette forme d'agilité fonctionne, le Scrum, qui est une forme de Kanban d'équipe. Maintenant, ce qu'on veut faire dans les organisations, c'est pas juste du Scrum parce que on n'a pas que des équipes dédiées, on n'a pas que des produits. C'est difficile parfois de verrouiller un sprint pendant 2 semaines ou même 1 semaine. Quand on est dans un contexte où il y a encore plus d'inconnus que dans un monde Scrum, quand les priorités changent plusieurs fois par jour, quand les gens ne sont pas dédiés, quand en fait on a plus qu'une équipe, parce que ça se pourrait qu'on travaille sur quelque chose qui requiert 50, 60, 200 personnes. Mais quand on a une passation des responsabilités, c'est là que le Kanban pourrait être intéressant. En fait, on peut y aller petit à petit. Kanban d'équipe, Kanban, un flux de travail un peu plus large. Là, on va commencer à connecter plusieurs équipes et on peut faire un bout en bout du client à la livraison. Donc, c'est ce qu'on appelle un flux de valeur. Donc, de la réception de la demande jusqu'à la livraison et toutes les étapes qui s'en suivent. Mais pour y arriver, commençons petit. Si vous commencez en agilité et vous n'avez jamais fait ça, ben, on va commencer par du Kanban d'équipe et on va commencer potentiellement avec du Scrum dans certains contextes. Donc, il n'y a pas de question de c'est quel qui est le mieux. Comme agiliste, moi, ça me prend les deux dans une organisation. Je ne peux pas faire que du Scrum ou que du Kanban. Malheureusement, il y a peu de coachs agiles, il y a peu de spécialistes en agilité qui maîtrisent bien le Kanban aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un hybride entre les deux, entre Scrum et puis Kanban, qui est apparu puis qui a été populaire pendant un certain temps, qui s'appelle le Scrumban. Est-ce que c'est encore d'actualité, ça? Ben, je dirais que oui, parce que dans beaucoup d'organisations, on en entend parler. Ce que je dirais du point de vue de l'enseignement de la méthode Kanban, le Scrumban, c'est une forme de Kanban d'équipe. On va appeler ça même parfois une forme de proto-Kanban. Ça veut dire que on n'est pas encore en train de faire du Kanban poussé avec des whip limits puis des métriques. Ça se peut qu'on utilise certains principes, certains types de métriques. Mais pour moi, c'est comme un hybride. C'est comme des gens qui faisaient du Scrum qui sont en train de migrer tranquillement vers le Kanban et potentiellement, ils s'arrêtent au milieu. Fait que pour moi, le Scrumban, c'est comme si c'est juste une autre façon de dire du Kanban d'équipe, pas trop évolué. On est en train de chercher nos points de repère. C'est pas mauvais. Si les gens aiment ça, s'ils sont confortables là-dedans, ils ont une amélioration, tant mieux. Mais moi, ce que je dis, si vous voulez commencez donc par soit un Scrum solide ou un Kanban bien défini. Commencez pas par du Scrumban.
Moi, ce que j'ai vu surtout pour l'utilisation de Scrumban, puis je l'ai mis en place à certains endroits aussi, c'est ça fonctionne bien quand ton équipe devrait faire du Kanban, mais pour une raison quelconque, il n'arrive pas à se détacher de la notion d'un cycle prévu de 2 semaines. Parce qu'en Kanban, tu n'as pas ce genre de cycle-là. Tu livres en continu habituellement, ou si tu as des cycles qui sont extrêmement courts. Mais Scrumban le permettait de faire du Kanban, mais avec un cycle de 2 semaines. Je suis d'accord avec toi, ça devrait être une approche, si on l'utilise, qui est transitoire. Mais encore là, si c'est juste parce qu'on n'ose pas aller plus loin, c'est pour ça que quand on enseigne l'agilité, nous, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on fait réduire le cycle à une semaine. Fait que là, peu importe le modèle que tu prends, le cycle le plus long que tu as, si c'est une semaine. Ça prend pas beaucoup de temps avant qu'il n'y ait plus de cycle. Parce qu'une semaine, c'est vraiment pas long. Fait qu'on est déjà rendu à la bonne place. Mais bon. OK. Une dernière question. À ton avis, Pierre, Kanban, est-ce que ça évolue encore? Est-ce que ça s'en va en quelque part? Qu'est-ce qu'on va voir émerger de Kanban dans les prochaines années? Ben, je te dirais, c'est en constante évolution. Le fondateur de la Kanban University et de la méthode Kanban, donc David Anderson, il est toujours en train de chercher des nouvelles choses, puis il est en train de développer d'autres formations. Il a écrit d'ailleurs un livre, 2 livres même dans les dernières années. Il a écrit un livre sur le KMM, le Kanban Maturity Model, en collaboration avec une autre autrice. Et donc, l'idée, c'est un peu inspiré du CMMI, pour ceux qui savent c'est quoi. Donc, c'est un modèle de maturité organisationnelle. Mm-hmm. Et donc, lui, avec le KMM, en fait, il y a 7 niveaux de 0 à 6. Et l'idée, c'est un outil pour nous, les coachs. C'est un outil qui permet de constater où est l'organisation en termes de maturité et jusqu'où on va être capable d'aller basé sur nos observations et sur notre évaluation de la maturité des leaders de l'organisation. OK. Donc ça, c'est le KMM. Il y a un autre framework qui a été développé à l'intérieur de ça, c'est le Fit for Purpose. Et dans Fit for Purpose, c'est une expression britannique qui n'a pas une traduction littérale en français, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que le produit ou le service qu'on livre, est-ce qu'il est approprié pour les clients? Est-ce qu'il répond à sa propre raison d'être? Donc ça, c'est Fit for Purpose. C'est un framework de développement de produits en réalité ou de services qui se rattache à la méthode Kanban. Il y a un autre auteur qui s'appelle Klaus Leopold, qui lui a écrit les flight levels. Il a inventé les flight levels. En fait, ça se recoupe encore une fois avec la méthode Kanban. C'est autrement dit les niveaux de survol dans l'organisation. On peut voir le Kanban au niveau des équipes, au niveau, par exemple, d'un portfolio de projets et au niveau de la stratégie organisationnelle. Donc, l'idée, c'est que il y a une granularité et on peut voir ce qui se passe à différents niveaux dans l'organisation en utilisant des tableaux Kanban. Ah, ben c'est bien ça. Pas pire. Ça répond à des besoins qu'on entend assez régulièrement. Ce sont des choses que vous avez mis en pratique, le fait que beaucoup de coachs avaient commencé à mettre en pratique. C'est le fun qu'il y ait maintenant quelque chose de structuré puis d'organisé pour ça, qui n'est pas safe. Kanban. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sécuritaire. Là, okay? Vous chercherez SAFE, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dirais Kanban, c'est un peu fractal. Ça veut dire on peut aller très, très petit au niveau des équipes, mais on peut grossir puis aller au niveau de l'organisation. C'est une forme d'agilité à l'échelle, on va dire simplifiée, parce que ce qui est important, c'est de mettre en place des cadences d'échange d'informations et de prise de décision à l'échelle. Et donc, il y a un échange d'informations entre les équipes et à travers les 3 dimensions, les 3 paliers, on va dire, au niveau de survol, et ce qui permet de voir ce qui se passe dans notre organisation. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que le système ne change pas. Ça reste le même à tous les niveaux. Tu n'as pas besoin d'avoir 12 approches, 12 mécaniques différentes pour gérer tout ça. Ça fonctionne tout de la même façon. Adapté, c'est sûr. Puis maintenant, juste pour conclure toute cette portion-là, peut-être un des secrets super intéressants
c'est pas un secret en réalité, mais quand on parle de Scrum, on va dire que c'est un cadre et Kanban, c'est une méthode. Mais c'est quoi la différence entre un cadre et une méthode? Mais le cadre, c'est une structure définie que vous prenez puis vous adoptez, un peu comme si vous allez acheter un meuble IKEA. Ben, suivez les instructions parce que si vous ne les suivez pas, ça risque d'être tout croche. Alors que Kanban, c'est plutôt une méthode où on va fabriquer un cadre qui est adapté, qui est sur mesure pour le contexte. Donc, c'est comme si vous allez chez Rona, vous achetez du bois, des vis, de la colle, de la peinture et vous fabriquez votre propre meuble adapté à vos besoins. Donc, c'est ça la différence entre un cadre qui est un peu une prescription. Voici comment faire. Il y a un peu de jeu, mais attention, si vous débordez trop, ça ne marchera plus. Alors que Kanban, c'est, ben, voici votre boîte à outils. Maintenant, fabriquez votre cadre. Pas mal ça. C'est bien ça. On va prendre une petite pause parce que, ben, comme vous le savez, depuis nos derniers épisodes, on offre quelques minutes à une coopérative ou un organisme sans but lucratif pour permettre de se faire connaître sur les ondes de Go Pirate. Donc, on va aujourd'hui parler avec l'Accorderie. Un organisme social qui fait du bien à la société. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Perrault de l'Accorderie de Longueuil. Bonjour, Raphaël. Salut! J'aimerais ça que tu me dises, pour le commun des mortels, ça fait quoi l'Accorderie? Oui, ben en fait, l'Accorderie, dans sa grande mission, c'est de changer le monde une heure à la fois. Donc, l'Accorderie de Longueuil a la mission de pouvoir favoriser, dans le fond, les liens entre les citoyens pour lutter contre la pauvreté puis favoriser l'inclusion sociale en échangeant des services sans que l'argent ne soit une monnaie d'échange, mais que le temps le soit. Ce que je trouve super avec l'Accorderie, c'est que on est tous basés sur une unité qui est égale, c'est-à-dire le temps. Hein? Tout le monde, pour tout le monde. Chacun, toi, moi, 60 minutes, c'est 1 heure. Et c'est ça qu'on échange. Donc, mon expertise, je l'offre en termes de temps. Et je peux moi-même, hein, je reçois du temps en échange, aller chercher l'expertise de quelqu'un d'autre qui me coûte la même chose, c'est-à-dire 1 heure à la fois. Exactement. Dans le fond, cet échange de services-là, elle ne met pas en comparaison les compétences requises pour pouvoir offrir un service. Donc, tout le monde est admissible finalement à cette grande famille-là, parce que plus qu'on a de talent, plus qu'on a diversité aussi d'offres de services, plus qu'on est capable de répondre pas mal à tout ce qu'on pourrait être en mesure d'acheter avec de l'argent, on est finalement capable de se l'acheter parce qu'on fait des transactions, ça le dit quand même. On achète ou on vend des services avec du temps. Donc, dans le fond, ce qui fait une bonne économie équilibrée dans une accorderie, c'est quand tous les âges sont représentés, quand tous les secteurs d'activité sont représentés également, puis que les gens s'appuient vraiment sur cette monnaie d'échange-là pour être actif. Quand on est un accordeur qui est plus ou moins actif, ben ça peut mener finalement à garder une économie qui est un petit peu plus mollo, mettons, qui est un petit peu plus flat. Mais si on est vraiment dans un échange dynamique, ben là, on crée vraiment tout le temps de la valeur. Qui est-ce qui peut s'inscrire à l'accorderie? Est-ce que c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, vraiment. Je pense qu'il y a dans nos règlements, si je ne m'abuse, il n'y a pas nécessairement de critères de non-admissibilité. Au contraire, on admet en fait toute personne de tout horizon avec tout vécu également. On s'appuie tout de même sur un code de courtoisie pour que tout le monde s'entende à partager les mêmes valeurs puis à agir en conséquence. Les accorderies, parce qu'il y en a plusieurs, sont déterminées par territoire. Donc, on favorise vraiment les échanges qui sont locaux parce que c'est la clé, en fait, du succès de notre organisme. Puis, si vous déménagez dans la vie, vous pouvez transférer votre banque de temps à l'accorderie qui sera le plus près de chez vous. Si dans le cours de votre vie, vous avez aussi des besoins, vos besoins ont changé, mais vous pouvez ajuster les offres de services que vous voulez donner aux autres. Vous pouvez suspendre votre activité. Vraiment, il y a plein de manières de rendre un peu cette économie-là malléable à votre réalité parce que dans le fond, le but, c'est de pouvoir créer des liens qui sont durables puis de toujours être, dans le fond, de répondre aux besoins quand ils se présentent.
Fait qu'en gros, si on a une expertise et on a un peu de temps à donner, on peut s'inscrire pour offrir notre expertise gratuitement à des gens, des concitoyens. Et en échange, nous, on peut bénéficier de leur service, peu importe lequel, gratuitement. Ça marche à 1 heure à la fois. Exactement. Puis, on n'a pas besoin d'être expert, on a juste besoin d'avoir des talents. Puis souvent, on se dit, je ne sais pas qu'est-ce que je serais capable de donner comme service, mais en fait, la question à laquelle on souhaite que les gens se confrontent quand ils veulent intégrer la corderie, c'est de dire qu'est-ce que j'aime faire. C'est vraiment une manière de pouvoir déterminer quels sont le genre de services que vous seriez enclin à offrir. Puis les choses que vous pourriez demander seraient, évidemment, qu'est-ce que j'aime moins faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. Ça, il se trouve qu'il y a des gens qui aiment faire ce que vous n'aimez pas faire. Alors, c'est ça le jeu d'échange qui est intéressant dans cette économie de temps. Parfait. Si on veut s'inscrire, on cherche la corderie sur Internet? Oui, exactement. Nous, on passe vraiment essentiellement sur le courriel que vous trouverez sur notre site. C'est la meilleure manière de pouvoir entrer en contact avec nous. Puis, vous allez voir, on va vous guider dans les étapes qui mènent à votre adhésion comme membre, puis à l'intégration de cette grande famille. Merci beaucoup, Raphaël, et bonne chance avec la corderie. Merci. Bon, maintenant qu'on est de retour, Pierre, dernière partie pour le show. Rapidement, as-tu 3 trucs à nous donner pour Kanban? Oui, bien sûr, les 3 trucs faciles. Si vous utilisez un tableau Kanban, regardez à votre mêlée quotidienne chaque jour votre tableau de droite à gauche. Pourquoi? C'est parce qu'on veut créer un flux tiré. Donc, pour tirer les tickets vers la fin, il faut finir des choses. Parce que vous respectez les WIP limits, la seule façon de débloquer votre tableau, c'est de finir des choses. Donc, on va beaucoup mettre l'accent sur finir le travail et non pas démarrer le travail. Dans une gestion plus conventionnelle, on met beaucoup d'efforts à démarrer, mais on en met moins pour finaliser et compléter les choses. Beaucoup de gestionnaires stressés vont être super contents d'entendre ça. Ouais. Mais, je pense une des phrases qu'un coach agile va répéter le plus souvent, c'est arrêter de commencer et puis de commencer à finir. Hein? Stop starting, start finishing. C'est l'adage. Oui. Puis ce que je donne souvent comme exemple de la vraie vie, pour que les gens comprennent, moi, je suis très bon pour commencer du ménage dans toutes les pièces de ma maison. Puis quand ma blonde arrive chez nous, elle ne voit pas la différence. Mais si je commence une pièce et je la finis, elle la voit la différence. Puis c'est ça. C'est ça. C'est ça du flux tiré. C'est ça du livrer la valeur consommable, hein, Maurice? Oui, c'est ça. 99% d'une tâche faite, ta tâche n'est pas faite. Puis il n'y a pas un client qui est content avec 99% de ce qu'il a demandé. Exact. Ce qui m'amène à mon deuxième point, en fait, le fait dans les organisations, on met beaucoup d'efforts à démarrer. Pourquoi? C'est parce qu'on a des gestions de budget qui nous imposent ça. La structure organisationnelle nous impose de démarrer à une telle date pour commencer à dépenser le budget. Mais le deuxième truc, repousser l'engagement. Arrêter de commencer. Le but, c'est pas de commencer. Le but, c'est de finir. Et donc, si vous commencez trop de choses en même temps, vous créez du gaspillage. Gaspillage de temps. À chaque fois que vous changez de projet parce que vous êtes sur 2, 3, 4, 5, 10 projets, vous perdez du temps, vous gaspillez du temps précieux. Donc, mettez l'effort sur finir. Et donc, quand on arrive et on vous dit « Ah oui, il faudrait commencer tel ou tel projet », repoussez l'engagement. On ne va pas le commencer tout de suite, on va finir l'autre projet avant. Donc, repoussez l'engagement, mon deuxième truc. On est très d'accord avec ça. Rien à dire. Et troisième truc, en fait, c'est, on va appeler ça les filtres décisionnels Lean. Donc, ça nous vient du Lean. Donc, je vais vous l'épeler de cette façon. En fait, il y en a 3 filtres décisionnels. La valeur prime sur la fluidité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On veut un système qui est fluide. On veut un système où on respecte nos WIP limits, notre flux de travail. Mais parfois, parce qu'on veut livrer de la valeur, ça se pourrait qu'on décide de prendre une urgence en charge et qu'on la termine avant autre chose pour créer de la valeur. Si on a l'occasion de créer de la valeur, faisons-le. Quand tu dis on décide de tricher, c'est l'équipe ou c'est les dirigeants en haut? C'est une bonne question. En fait, ça devrait être une conversation. L'idée des urgences, en fait, dans les organisations, moi, je veux briser la culture de l'urgence. Donc,
l'idée, c'est pas de traiter des urgences. L'idée, c'est de prendre conscience de l'importance d'une livraison. C'est quoi le pour, c'est quoi le contre. Et on va faire un traitement dit accéléré au besoin. Comme si vous allez à la poste, vous pouvez envoyer votre colis de façon standard. Ça va prendre 15 jours. Ou vous pouvez y aller en façon accélérée. 3 jours, ça coûte plus cher. C'est la même chose dans l'organisation. Mais sauf que c'est invisible dans les organisations, mais ça coûte cher traiter d'urgence. Pourquoi? Parce qu'on ralentit tout le reste. Donc, la valeur prime sur la fluidité. Mais attention, deuxième filtre, la fluidité prime sur l'élimination du gaspillage. Donc, c'est sûr que dans un flux de travail, il y a peut-être des endroits où vous avez des temps d'attente. Donc, dans une chaîne de montage chez Toyota, on n'en veut pas des temps d'attente. On veut éliminer le gaspillage à tout prix. Et ça, c'est le lean manufacturier. Dans le domaine du travail des connaissances, c'est les humains qui font le travail, qui doivent réfléchir. Il y a une certaine créativité. Et parfois, ça prend des pauses. Ça prend des endroits où le travail va attendre un certain temps. Donc, c'est sûr qu'on veut une fluidité. On ne veut pas continuellement bloquer notre flux de travail en respectant de façon absolue nos WIP limits. Oui, il faut respecter les WIP limits, mais on pourrait se retrouver à un endroit où on a une colonne où on augmente délibérément la limite pour s'assurer qu'on ne bloque pas le système continuellement. Donc, la fluidité prime sur l'élimination du gaspillage. Et le troisième filtre décisionnel, l'élimination du gaspillage prime sur l'économie d'échelle. Dans beaucoup d'organisations, on va vouloir faire des économies en achetant un lot. Donc, par exemple, j'ai déjà vu dans une organisation, j'étais allé donner une formation, puis ils avaient des serveurs, des grosses boîtes avec des serveurs qui semblaient être très, très coûteux. Dans la salle de formation, ça prenait beaucoup de place. Et là, j'ai posé la question, mais ça fait quoi ça? Ah, ça fait 3 ans qu'on les a achetés, puis bien, ils sont là parce que on a acheté un lot, puis c'était pas cher à l'époque, mais là, aujourd'hui, la technologie est désuète, fait qu'on les installe pas. Magnifique. Ben oui, hein. C'est le même principe que si vous habitez seul, ben, vous n'allez pas chez Costco pour acheter le 4 litres de mayonnaise. Même si, proportionnellement, ça coûte moins cher, 4 litres de mayonnaise, que le 500 millilitres chez Super C. Dans 4 mois, quand tu vas être rendu dans le fond du pot, ça se peut que tu trouves que la mayonnaise, elle flotte pas très bien. Donc, éliminer le gaspillage prime sur l'économie d'échelle, la fluidité prime sur l'élimination du gaspillage et la valeur prime sur la fluidité. C'est magnifique, ça. Toutes des choses qu'on est capable de prendre, d'absorber, puis de mettre en pratique immédiatement, même si vous ne faites pas du Kanban. Ce sont des principes qui sont bons dans pas mal toutes les situations, ça. Donc, merci beaucoup, Pierre. C'était très instructif. Ouais. Je peux-tu finir avec une petite joke, Lean? Vas-y. Pierre, tu sais, quand tu demandes à un coach Lean, le verre, il est-tu à moitié plein ou à moitié vide? Qu'est-ce qu'il répond? Il répond, le verre, il est 2 fois plus grand qu'il a besoin d'être. Ah ouais, c'est bon. Allez, book-nous ça. Book-nous ça. Bon, écoutez, Pierre, merci beaucoup. Tout le temps, un plaisir de t'avoir. Puis on espère pouvoir te revoir sur plein d'autres sujets. Oui. On ne sait-on jamais. C'est le fun d'avoir des collaborateurs, puis en plus, qui prennent des peines de se déguiser en pirate. Tous ceux qui sont venus nous voir parce que Pierre a partagé l'épisode, n'est-ce pas? Hein? Allez sur YouTube, là, puis, ou bien, inscrivez-vous à notre podcast ou à notre show. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Et ma foi, nous autres aussi, on va essayer de faire connaître Pierre un peu plus. Comment on fait? On va partager à l'entreprise. Tu publies une fois de temps en temps? Oui, d'ailleurs, je vais bientôt lancer ma propre chaîne YouTube. Mon but, c'est pas de compétitionner avec vous. Évidemment, je vais parler surtout de Kanban, parce que chez Kanban Québec, notre spécialité, c'est le Kanban en français. Donc, on a décidé de mettre l'accent sur le français. On va traduire tout le matériel qui est produit par la Kanban University. Évidemment, c'est un gros travail, ça prend du temps, mais il y a des gens dans d'autres pays qui le font en espagnol, en allemand, en polonais. Alors, pourquoi pas le français?
Et donc, ça va être nous, Kanban Québec, qui allons vraiment être à l'avant-garde de cette traduction française de la méthode Kanban. Chapeau. Ben oui. Si tu veux faire du trouble positif sur ton show, tu sais qui inviter. Définitivement. Puis, si vous voulez, en fait, ça me fait plaisir, tous les participants ou tous les auditeurs de la chaîne GoPirate. Si vous voulez suivre une formation Kanban, on va vous faire un code promotionnel juste pour vous pour avoir un rabais supplémentaire là, sur notre prix, même sur le prix Early Bird de nos formations chez Kanban Québec. Ça a l'air Hey, d'un plan. merci, ça. Merci. Fait que si on veut te poser des questions, si on veut te rejoindre, tu es sur LinkedIn. C'est quoi le meilleur moyen pour te rejoindre, Pierre? Ben, définitivement sur LinkedIn, vous pouvez me trouver facilement. Je vais aussi participer à plusieurs Agile Tours en tant que conférencier, dont Montréal, mais aussi en France, je vais être à Nantes à distance et à Bordeaux aussi à distance, mais je vais être à Marseille en personne. Ça se fait le 10 novembre prochain. Donc, je serai à Marseille pour ceux qui sont intéressés à me rencontrer. Bon. Ben oui, parce qu'on a des auditeurs de Marseille. Et on en a. Hey, bonne chance, Pierre. Mhm. Dès que ta chaîne part, dis-le nous, puis on va s'arranger pour la faire connaître. Oh yes. Sur Merci ce, beaucoup. Ouais. on termine ça. Ça termine notre mois aussi qui était sur les approches méthodologiques. Oui, le travail. Oui. C'est ça. Le mois prochain, c'est sur l'économie sociale. Fait que là, on va vous présenter un paquet d'organisations qui travaillent déjà dur et fort pour permettre à l'économie sociale de germer et de prospérer un peu partout. Ici, dans la province de Québec, il y a probablement les équivalents ailleurs aussi. Donc, c'est un rendez-vous. Venez nous voir la semaine prochaine. On a quelque chose de neuf pour vous. LinkedIn, on est là-dessus. YouTube, on est là-dessus. Spotify, Apple, Podcast, on est là-dessus. Savez où nous trouver. Pas dur? C'est ça. On n'est pas dur à rejoindre. Puis, surtout pour nos patrons, ils ont accès à nous pratiquement 24 heures sur 24. Sauf quand on dort. Exact. Quand on dort. Allez, pirate. Bye Bonne bye. semaine. À la poudre! À l'abordage! À la